les musulmans qui nous suivent, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à tous les chrétiens, shalom, shalom. Nous sommes très contents de nous retrouver avec votre magazine socio-culturel et religieux intitulé Les Salis, qui, vous savez très bien, vous permet d'avoir de vrais enseignements parce que c'est notre guide. Quand nous allons dans un endroit inconnu, dans un village, n'importe où, c'est cette émission. Ça nous permet d'avoir, n'est-ce pas, des principes, des paramètres sur lesquels nous devons nous référer. Même dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, il y a des principes. Les musiciens ne chantent pas n'importe comment, ou bien on n'exécute pas l'instrument n'importe comment. Il y a des principes, des lois sur lesquels l'artiste doit se référer. C'est même avec dans la vie. Cette émission vous permet comment marcher dans la vie, comment réussir. Donc d'habitude, nous recevons deux camps. Il y a les musulmans et les chrétiens. Là, aujourd'hui, l'imam nous a promis, il viendra à la prochaine émission. Il y aura deux sons de cloche, musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, nous recevons Maître Malobia. C'est quelqu'un qui n'est pas nouveau dans ce monde de médias. Il passe dans les émissions. Il est croyant chrétien. Avec lui, nous allons te battre autour d'un sujet très important, l'application de la peine de mort. Nous savons très bien dans les pays arabes, la charia, quand vous volez, on vous coupe les bras. Quand tu commets l'adultère, on vous tue. Est-ce que ces lois ne freinent pas, ne contribue pas, nous sommes au XXIe siècle, c'est une régression ou bien c'est un progrès en plein XXe siècle, Maître Malobia? À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous m'avez donnée encore de venir parler à votre chaîne d'un sujet très très important, un sujet qui est d'actualité, qui est l'application de la peine de mort en RDC actuellement. Pas plus tard que hier, le chef de l'État a eu, quand il a reçu les membres du corps diplomatique en RDC, a eu à expliquer la position de la RDC, puisque cette position fait polémique actuellement sur l'application ou non de la peine de mort. Avant toute chose, je commencerai par définir la peine de mort. C'est quoi la peine de mort? Bien sûr, on entend mort, peine. La peine de mort, c'est tout simplement, ça consiste à exécuter une personne qui a commis une infraction capitale. Une infraction capitale, et suite à une décision qui a été prononcée par une juridiction. Il faut donc un infracteur, donc un individu, qui commet une infraction capitale, criminelle, et puis cette décision a été prononcée par une juridiction. Ce sont là les trois conditions pour l'application de la peine de mort. La question de l'application de la peine de mort est une question qui est controversée actuellement. Elle relève de ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. Elle relève de la politique pénale d'un État. Puisqu'il faut savoir que chaque État a sa politique en fonction de sa culture. Quand vous allez chez nos frères arabes, vous avez parlé tantôt de la charia. La charia applique la peine de mort suivant la loi islamique. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la peine de mort dans certains États aux États-Unis. Et ici en RDC, l'application de la peine de mort semble poser problème, tout simplement puisque quand on voit les caractères un peu agressifs, exécuter quelqu'un par les armes, c'est clair que ça pose problème chez nous. Bon, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la peine de mort. Mais c'est en suivant, tout le monde a suivi à travers les médias. Nous avons suivi la position de l'ONG internationale Amnesty. Mais leur façon d'agir, moi,
Ça me décourage. C'est une façon d'encourager les mains. Quand un Kounouna tue là-bas, est-ce que l'ONG internationale, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait plutôt? C'est ce que je voulais dire. Les ONG internationales se situent dans l'école ou le courant de ceux qui sont contre l'application de la peine de mort. Tandis que certains pays, notamment la RDC actuellement, sont pour ou essayent d'appliquer, de moduler un peu l'application de la peine de mort en fonction des circonstances. Ok? Bon, la peine de mort a des avantages et des inconvénients. Pour ceux qui sont pour la peine de mort, premièrement, ils disent que c'est une peine qui vise à réparer un mal qui a été fait à l'autre, qui a été fait à la société. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la peine de mort permet de créer un effet dissuasif. C'est-à-dire que avant que quelqu'un ne commette une infraction, ne commette un crime qui peut avoir un caractère mortel, il va réfléchir plusieurs fois avant de commettre. C'est ça le caractère dissuasif de la peine de mort. Il y a aussi la mise hors d'état de nuire. Okay? Vous avez vu dernièrement quand le ministre a pris un certain groupe de délinquants urbains qu'on appelle communément Kounouna ici chez nous, on les a amenés en Équateur dans la prison de Angenga. Ça, c'est une mise hors d'état de nuire de certains criminels. Hein? Ça, c'est un des avantages aussi. Un autre avantage, pour celui-là, est économique. Hein? On dit que vaut mieux tuer quelqu'un que les garder en prison, puisqu'il risque de coûter cher à la société. Le fait de garder un prisonnier en prison, il peut rester 10 ans, 15 ans, il faut le nourrir, il faut le soigner, et ça coûte cher à la société. C'est pourquoi ils disent, vaut mieux quand quelqu'un commet un crime et qu'il aura été condamné par une juridiction, il faut directement le tuer, et ça coûte moins cher à la société. Je vois le message ici, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, on vous pose la question, est-ce que la RDC a violé une disposition internationale? La RDC n'a pas violé une disposition internationale en tant que telle. Je vous ai dit, l'application de la peine de mort relève de la politique pénale. C'est une question régalienne. Okay? C'est une question de souveraineté. Le chef de l'État même a eu à le dire hier lors de sa rencontre avec les membres du corps diplomatique. Question régalienne, au même titre que la défense, par exemple. Tout ce qui touche à l'armée, c'est une question régalienne. Tout ce qui touche aux affaires étrangères, c'est une question régalienne. Tout ce qui touche à la justice est une question régalienne. Donc chaque État définit sa politique pénale en fonction de ses réalités et de son indépendance. Donc c'est une matière qui relève de la souveraineté de la RDC, en fonction des circonstances. En RDC, il existe 2 textes qui régissent la peine de mort, à savoir le Code pénal ordinaire de 1940. Donc, depuis 1940, le législateur congolais... C'est comme si vous aviez anticipé. Non, j'allais vous poser cette question. Ok. De nous parler un peu de l'évolution de la peine de mort. Ok. Comment est-ce que ça a commencé, ou l'évolution jusqu'à aujourd'hui? Donc, vous parlez dans l'espace et puis dans les temps. Tout à fait. Donc, la peine de mort existe dans l'arsenal juridique congolais depuis 1940. Le Code pénal ordinaire congolais de 1940 prévoit, en son article 26, la peine de mort. Donc si on compte 1940 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 85 ans que cette peine est prévue dans l'arsenal juridique congolais. Vous avez le Code pénal militaire qui date de 2002, prévoit en son article 5 aussi la peine de mort. Bon, cette peine de mort est, comme je l'ai dit, ça existe. Il y a eu des évolutions en fonction de l'avancement de la société.
il y a eu des courants abolitionnistes qui sont nés par la suite, qui ont dit que non, la peine de mort aurait un caractère un peu barbare. L'application de la peine de mort aurait un caractère barbare. Il fallait bien il fallait bien moduler un peu et essayer de s'adapter aux réalités actuelles. Donc il y a eu un mouvement abolitionniste qui s'est mis en place. Abolitionniste, donc suppression de la peine de mort. En France, vous avez la loi Badinter de 1981. C'était le ministre du président François Mitterrand qui s'est battu et qui a fait voter par l'Assemblée nationale française l'abolition de la peine de mort. La RDC a rejoint le mouvement abolitionniste. Comme j'ai dit, 1940, et puis par la suite, en 2003, on a suspendu, il y a eu un moratoire pour l'application de la peine de mort en RDC. Donc depuis 2003 jusqu'à 2024, la peine de mort n'était pas appliquée en RDC. N'était pas appliquée en RDC. Et à chaque fois que les juridictions prononçaient la peine de mort, cette peine était commuée en une servitude, une peine de perpétuité. Donc, mais les réalités du pays ont fait que, comme je dis, c'est une question de souveraineté, c'est une question régalienne, ont fait que le pouvoir congolais a décidé de lever le moratoire qui existait en RDC en rapport avec l'application de la peine de mort. Donc l'année passée, en 2024, au mois de mars, le gouvernement, suite à une décision au Conseil des ministres, Madame Rose Mutombo, qui était garde des Sceaux de l'époque, a fait voter approuvé par le Conseil des ministres la décision de lever le moratoire en RDC et pour certaines infractions, à savoir la traîtrise, tout ce qui infiltre notre armée. Tout ce qui infiltre notre armée, et aussi la haute trahison. La haute trahison dans l'armée, et aussi au niveau de la délinquance ou le terrorisme, tous les coups qu'on rencontre actuellement. Même hier, quand le chef de l'État s'est prononcé devant le membre du corps diplomatique, il a dit que c'est une question de souveraineté, que c'est appliqué en RDC uniquement en matière de traîtrise dans l'armée et en matière de terrorisme. Ce sont là les deux champs restreints pour le moment où la RDC envisage d'appliquer la peine de mort. Merci maître. Avant de continuer, je veux parachever. Le président Mobutu avait dit, lors d'un discours, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de son peuple, il peut tout. Est-ce que doit-on croiser les bras, on regarde ce massacre que Moutamba fait, ou bien c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte? Les chefs de quartier, et tout le monde. Qu'en dites-vous? Ok, merci de me rappeler encore cette citation du président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, d'heureuse mémoire, qui nous rappelle encore notre jeunesse ici à Kinshasa. Vous savez, un chef n'agit pas seul. Un chef doit avoir une équipe autour de lui pour pouvoir agir. Un chef qui agit seul n'en est pas un. Il doit avoir une équipe, il doit déléguer certaines responsabilités, certaines compétences, et puis par la suite contrôler tout ce que les personnes à qui il a délégué les responsabilités, tout ce qu'ils auront fait, et c'est ça qui va faire que la machine va bien fonctionner. Bon, le président fondateur à l'époque, il était militaire, il était en même temps civil. Il espérait avoir un nombre de gens qui puissent l'aider à bien remplir sa mission de diriger notre pays. C'est-à-dire que pour que le pays aille de l'avant, pour que le pays marche,
tout le monde doit y mettre du sien. Et c'est ce que Moutamba fait. Ok. Il y a aussi voix là au Parlement. Et les ont aussi fait ça. Tout à fait. Tout le monde doit amener sa contribution, sa pierre, comme on dit, à l'édifice pour que les choses marchent. C'est l'esprit d'équipe, hein, c'est la promotion de l'esprit d'équipe, c'est la promotion de la participation, de l'esprit des participations, hein, pour que l'entreprise ou les pays puissent, au niveau du Parlement, les membres du pouvoir législatif, ils doivent y mettre de leur. Au niveau de l'exécutif, ils doivent y mettre de leur. Et au niveau, donc à tous les niveaux, tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice pour que les choses marchent. Et non pas laisser tout à l'État. Parce que si on laisse tout à l'État, si on considère que c'est à l'État de tout faire, eh ben c'est ça qui fait que ça pose problème actuellement pour notre pays. Hein, c'est ça qui fait que ça pose problème. Mais c'est une question de mentalité aussi et de culture. Hein. Donc, il faut travailler l'esprit, le mental du Congolais pour qu'il s'approprie cette conception-là d'amener la pierre à l'édifice pour que les choses marchent. Une parenthèse avant de continuer, ici c'est en rapport avec la fête, vous connaissez la date du 4 janvier, et le 4, le 17 et le 18 janvier. Hein, nous allons encore revenir sur le sujet, mais pour les 3 dates, le 4 janvier, le 17 et puis le 18. Vous avez suivi à l'info, vous avez quand même intervenu. Qu'est-ce que nous pouvons, nous Congolais aujourd'hui, tirer comme leçon pour ces 3 dates? Est-ce qu'on peut dire que la faute Nkombaki, c'est une ratée de la Belgique? Ou bien les 2 pays? Parce que vous savez que la Belgique était convoitisée par d'autres grands de l'Europe, de l'Occident. Si la Belgique était unie, marchant ensemble avec les pays, hein, vous voyez la date là du 4, c'était brusque. Moi j'avais dit que, même l'autre fois, j'avais dit dans notre émission, j'avais dit que le professeur Val Belsen avait raison quand il avait prédit des 30 ans, après 30 ans qu'on peut avoir les pays peut accéder à l'indépendance. Ce n'est pas une ratée pour les 2 pays. Et maintenant, vous voyez les conséquences. Bon, parler de raté, c'est un peu trop dire, mais une chose est sûre, bon, après l'indépendance, la RDC aura totalisé actuellement, les 30 juin, on aura totalisé 65 ans, depuis que la RDC a accédé à l'indépendance. Bon, c'était une question de prise de conscience. Hein, prise de conscience, la conscience nationale, ça se forme. C'est pas quelque chose qui naît et qui émerge comme ça. Là. Il faut former. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que on était devenu indépendant un peu plus tôt, hein, tout simplement, puisque on n'avait pas formé suffisamment des cadres, des gens qui puissent prendre la relève des colons. En 1960, il y avait à peu près, en 56, 58, avec 30 universitaires. Le nombre était moindre, vraiment. Tout à fait. Donc, c'est une... Nous, on avait, je me souviens quand on était à l'école secondaire, le cours d'éducation civique et politique, okay, où on nous inculquait certaines on nous formait, hein, par rapport à comment se comporter dans la société, comment respecter les parents. Eh ben, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, si ces cours existent encore. Hein, donc, il faut travailler le mental du Congolais pour qu'il s'approprie cette idée-là que non, c'est à nous, tout doit partir de nous. La charité bien ordonnée doit commencer à partir de nous-mêmes. Donc, tant qu'on va toujours penser que non, ça doit venir soit de l'État ou soit de l'étranger, on sera toujours en retard. Donc, on doit travailler le mental. C'est un des chantiers. Oui. Je me souviens quand le président Kabila était là, il parlait de 5 chantiers. Ben, moi, j'ai conseillé le président Tshisekedi, par exemple, parler peut-être en termes de priorité. Hein, le travail du mental du Congolais. En plus des problèmes d'électricité ou bien de transport et autres, mais le mental, c'est très très important parce que quand on a un bon mental, on peut faire beaucoup de choses.
quand on a un minimum d'intelligence, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on n'a pas un mental qui est suffisamment, entre guillemets, sain, les gens vont penser toujours ventre, et alors, que pensez-vous à une opinion qui dit que c'est les gens que vous êtes en train de dire là, le mental, les gens qui ont été formés par les Belges, ce sont eux qui ont trahi ce pays, l'élite congolaise. Les Belges, là, il est parti. Il nous a formés. Il a donné ce qu'il a donné. Bon, c'était brisque, qu'est-ce qu'on peut encore faire, hein? On ne peut pas continuer à pleurnicher. Et on a donné, il nous a formés. Mais c'est l'élite qui a trahi le pays. Quand vous voyez même dans les services de l'État, les magistrats, c'est l'élite congolaise. Ouais. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison. Vous avez raison par rapport à la problématique de l'élite. L'élite, c'est qui peut être considéré comme élite en RDC, qui peut être considéré comme n'étant pas élite en RDC. Bon, il y en a qui mélangent un peu le fait d'avoir fait des études universitaires et qu'on vous considère de facto comme élite. On a des élites qui ne se comportent pas nécessairement comme des vraies élites. Bon, et surtout la pauvreté. Moi, je mets ça sur le compte de la pauvreté. Parce que, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. OK ? À partir du moment où les gens sont pauvres, matériellement, ça affecte leur intellect, ça affecte leur pensée, leur travail, ça affecte tout. Même ici, ils sont... Vous voyez des gens... Regardez un peu la façon dont nos politiciens se conduisent. Aujourd'hui, vous les trouvez, il était à tel parti. Le lendemain, ils disent, il y en a qui passent à la télé qui disent que moi, je suis un tel. Si ce monsieur n'existe plus, eh ben, je vais arrêter la politique. Et puis, quelque temps après, vous le voyez, il est dans un autre parti politique. Il est en train d'encenser, de vénérer un autre leader. Tout ça, moi, je mets ça sur le compte de la politique du ventre. À partir du moment où leurs ventres ne sont pas bien rassasiés et tout ça, on verra toujours cette politique des transhumance. Transhumance, des gens qui quittent un mouvement, qui vont à un autre, ainsi de suite. Donc, les gens ne travaillent pas par conviction. Il y a un problème de conviction dans l'être, dans l'élite congolaise. Or, aujourd'hui, on voit des gens, un petit commerçant qui n'a pas étudié, ok, qui a progressé, qui a fait son chemin dans son commerce et qui atteint un certain niveau et qui se moque d'un docteur ou d'un licencié. Tout simplement puisque lui, il a des moyens. À partir du moment où il a des moyens, il se permet de diriger, entre guillemets, l'élite là. Et l'élite, voyant ça, et se trouvant en situation de pauvreté, il accepte tout, venant même de quelqu'un qui n'a aucune formation ou qui n'est pas une élite par rapport à lui. Merci, maître, merci, Anako. Merci. Comment voyez-vous l'avenir du pays avec l'avènement des jeunes gens? Quand vous voyez Moutamba, sa façon de travailler, quand vous voyez l'honorable Eliezer Tamboué à l'hémicycle, comment il se défend? Il défend la population. Quand vous voyez encore Daniel Bumba, comment voyez-vous l'avenir du pays? Est-ce que ça promet? En tout cas, moi je mets ça sur le compte du renouvellement de la classe politique. De renouvellement de la classe politique congolaise. C'est quand même une étape très très importante, le renouvellement. Moi je conçois mal que des gens qui ont eu à travailler sous le président Mobutu, qui ont eu à travailler sous Mouzé, qui ont eu à travailler sous Kabila fils, et qui continuent encore à vouloir travailler sous le président Tshisekedi. Oui. Donc il y a un problème de renouvellement de la classe politique. Bon, la jeunesse est un peu déprimée. Quand on voit un monsieur comme Papa Kengwa Dondo,
Premier commissaire d'État, procureur général, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à Bruxelles, et puis il revient ici premier ministre, et puis président du Sénat, à un âge très avancé. Vous voyez un monsieur comme Papa Mbosso, qui a été 11 fois ministre, qui continue à vouloir être toujours vice-président ou président de l'Assemblée nationale. Et c'est ça là où le bas blesse. Le renouvellement de la classe politique, avec l'avènement des jeunes comme Maître Constant Moutamba, avec l'avènement de jeunes comme le ministre des Finances, Doudou Fouamba, par exemple, avec l'avènement des jeunes comme l'honorable Élisère, et ainsi de suite, ça contribue à la progression, au progrès même du pays, de la société. Un président qui arrive doit avoir comme réflexe de renouveler la classe politique. C'est très très important. Ça crée de la confiance dans les chefs des gens. Mais quand vous voyez que non, ce sont toujours les mêmes têtes qu'on a eu à voir dans le passé là, qui viennent et qui continuent, ça crée un peu une certaine déception. Et cette déception, ça entame le moral des gens. Et le pays en pâtit. Il y a M. Guy Boto, ici à la Gombe, il m'a posé la question, demandé à Maître Malobia de nous dire un peu, de nous donner ses impressions sur les réformes institutionnelles que comptent mettre en place les chefs de l'État, leur efficacité et légitimité, leur impact sur le développement socio-économique du pays. Que pensez-vous? Ok, les réformes que les chefs comptent mettre en place actuellement sont, dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, les bienvenues. Tout dépend de la façon dont on les énonce et tout dépend de la façon dont on compte les mettre en pratique, en application. Il y a certaines dispositions, certains de nos textes législatifs qui ne sont plus à jour. Je venais tantôt de vous parler du code pénal ordinaire qui date de 1940. Ok, de 1940. Donc, 85 ans après, le pays continue à utiliser le même texte législatif, même texte pénal. Donc, il faut bien renouveler les choses. Il faut actualiser les choses. Il faut mettre les choses à jour. Eh bien, la démarche du chef de l'État est bonne dans ces sens-là. La mise à jour, l'actualisation de certaines décisions, de certains textes légaux, de certaines institutions s'avère indispensable en l'état actuel des choses par les temps qui courent. Mais, comme j'avais dit, tout dépend de la façon dont on compte le faire. Est-ce qu'on compte le faire pour un intérêt personnel ou bien on compte le faire pour un intérêt général? Bon, moi j'ai entendu parler de la révision de la Constitution, j'ai entendu parler de changement de la Constitution. Bon, est-ce que ça s'est fait pour un objectif bien déterminé? Est-ce que ça s'est fait pour un intérêt personnel? Donc, pour moi, les réformes sont indispensables, les textes doivent être mis à jour, les textes doivent être actualisés, mais tout ça doit être fait dans l'intérêt général, au profit de tous, et non pas pour un individu, pour un groupe d'individus. C'est ça qui fait la légitimité et la légalité d'un texte. Quand on viole la légalité, on viole par voie de conséquence aussi la légitimité. Et quand on viole la légitimité, on peut aussi violer la légalité. C'est pourquoi, moi, je dis, je suis pour les réformes, je suis d'accord avec les réformes que les chefs comptent mettre en place, mais ça doit être dans les cadres de l'intérêt général et fait de façon désintéressée. Parlez un peu, donnez votre point de vue sur la lutte contre l'impunité, les antivaleurs. Quand vous voyez, hormis les délinquants primaires de Koulouna, il y a aussi l'élite congolaise, les antivaleurs, les agents de l'État, mais de pas l'État. Car ils sont en train de sillonner en ville ici, de recouvrer
les impôts, les comportements, tout le monde, hein, il est dans l'impunité, tout le monde. Quand on passe là, est-ce que ce qu'ils font là, qui seront les victimes? Et puis donner aussi votre point de vue sur ce comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, s'agissant des victimes, c'est la population qui sera victime, puisque bon, tous ces gens-là, tous ces hauts fonctionnaires, tous ces fonctionnaires travaillent pour la population. Mais moi, je trouve qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Cercle vicieux entre les gens qui sont censés travailler pour... donc les administrés et les administrants. Tout ça fondé ou basé sur la pauvreté, malheureusement, que connaît le pays, le continent en général. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien payé, quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est normal que, même s'il est bardé des diplômes, il va à un certain moment verser dans les antivaleurs, hein, l'amour, la cupidité, les gens qui veulent s'enrichir vite. Hein, on veut s'enrichir vite, pourquoi? Puisqu'on s'est dit, j'ai la chance d'être quelque part aujourd'hui, demain si je perds ma place, eh ben, je n'aurai plus rien. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'enrichir vite pour pouvoir aussi assurer mes arrières. Ça crée un cercle vicieux. Donc, le fonctionnaire ne travaille pas bien puisqu'il est pauvre. Et quand il travaille pour le peuple, il demande de l'argent au peuple. Et le peuple n'a pas d'argent pour financer. Et on fonctionne comme ça, là, dans une espèce de cercle vicieux. Bon, les antivaleurs, il y a un problème d'impunité aussi au niveau de nos autorités. Parce que quand quelqu'un vole, quand quelqu'un détourne, quand quelqu'un ne travaille pas bien, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Mais quand on ne sanctionne pas, qu'est-ce que ça crée comme réflexe dans la tête des gens? Ils se disent, bon, moi aussi demain si j'arrive là-bas, je vais essayer de m'enrichir et si on veut m'arrêter, je vais corrompre. Et puis je pourrais aussi passer entre les mailles du filet. Donc, c'est l'impunité qui fait aussi que il y a certaines antivaleurs qui naissent et qui se développent en nous. Hein, c'est l'impunité. Et l'État doit être... Vous voyez l'avènement de Maître Moutamba, Constant. Il est venu avec une autre idée, avec du sang neuf. Hein, du sang neuf. Il veut vraiment faire bouger les choses. Évidemment, il y avait certaines habitudes qui étaient ancrées là, dans les chefs des gens. Et quand on veut changer, il y a toujours une résistance au changement. Hein. Il y a la résistance qui est là, et qui fait que, bon, on rencontre des résistances et puis on évolue, on risque de ne pas aller bien. Donc, il faut casser ces cercles-là, vicieux dont j'ai parlé. Le ministre Constant Moutamba est venu avec une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthode. Eh bien, ça va rencontrer des résistances, mais ça finira par passer. Il faut casser, il faut mettre fin à l'impunité si on veut aller de l'avant. Merci, maître. Nous sommes... le temps qui nous est resté, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça combien de temps. Voldy, il nous reste combien de minutes? Parlons un peu du social. Parlons un peu du social. Quand vous regardez tout ce que ce pays regorge comme richesse, maître, vous aviez voyagé, vous étiez ça et là, en province, même à l'extérieur du pays. Je prends le cas de la RCA ou le Tchad. Ils n'ont pratiquement pas de richesse. La RCA a une petite quantité seulement de diamants. Mais si vous allez dans ce pays-là, dans la capitale, ces gens ont 3 repas quotidiens. Mais Dieu nous a tout donné, nous, RDC. La ressource humaine, même le climat. Maître, n'est-ce pas, c'est une richesse. On nous a tout donné. Donc, comment aujourd'hui, cette vie où les gens s'endettent le matin, je ne lis pas, il y a 500 francs, s'endettent pour avoir du pain. Le pain, 500 francs. Mais le soir, pour payer, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a fait du mal?
Massoumou Salamède. Bon, je reviens encore à ces cercles vicieux dont je parlais tantôt là. C'est une question de leadership. Moi, je mets ça sur le compte du leadership. Quand la locomotive est bonne, elle tire les wagons et le train va vite. Mais quand la locomotive pose problème, eh ben, ça risque d'impacter les wagons. Donc, si on a une bonne locomotive, c'est-à-dire un bon leadership, avec une bonne vision, une bonne planification, les choses peuvent aller de l'avant. Mais si on n'a pas une bonne planification, si on n'a pas d'une bonne vision, ben, on risque de faire toujours ce qu'on dit ici, on va faire le rond-point. Donc on va pas évoluer et faire du surplace, tout simplement. Moi, je mets ça sur le compte du leadership. Donner le pays entre les mains de personnes qui sont compétentes, qui sont capables de diriger le pays et d'aller de l'avant avec le pays. Mais quand vous donnez le pays entre les mains, vous pouvez avoir un bon chef, mais si le chef n'est pas bien entouré, je crains fort que les résultats vont être médiocres. Et donc notre pays, ou nos pays africains en général, souffrent d'un problème de médiocrité par rapport au leadership, par rapport aux choix que l'on fait. Si on fait des bons choix, on peut aussi avoir quelqu'un qui est visionnaire, qui peut nous amener loin. Mais si on fait des choix qui sont basés sur le ventre, on va toujours continuer à faire du son. C'est comme disait un philosophe, l'Afrique est mal partie. Malheureusement, l'Afrique doit faire des sacrifices. Oublier les ventres et voir loin. Si on voit loin, on oublie les ventres, on travaille, on peut aller de l'avant. Vous voyez, il y a des pays, vous avez parlé de Centrafrique, un pays comme l'Égypte. Moi, je dis, j'ai vécu pendant 3 ans en Égypte, moi. Dernièrement, le président Vital Kamerhe était en Égypte. Il est allé, les Égyptiens sont en train de construire une nouvelle capitale. Ils ont vu que les Caire étaient surpeuplés, le Caire était devenu petit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les moyens, ils ont fait des montages, ils sont en train de construire une nouvelle capitale en Égypte. Ça, c'est les conséquences d'avoir un bon leadership. Quand vous avez un bon leadership, un visionnaire, des choses pareilles sont banalisées. Mais quand vous n'avez pas fait de bons choix, je crains fort que on n'en arrive pas à un bon résultat, malheureusement. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Si vous avez des suggestions, SMS, messages, veuillez nous atteindre. Je donne mon numéro, je crois, il y a Élisée là-bas, c'est 089 453 80 67, 089 453 80 67. Ce que Maître Malouba fait ici, c'est la sensibilisation. Il a les soucis de ce pays. Il a la passion du pays. Vous savez, notre pays, nous ne méritons pas cette vie. Nous devons nous asseoir, raisonner, de faire des analyses, de lire le passé. Depuis 60 jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de patauger. Vous regardez l'histoire, quand il y a eu la chute de la deuxième République, le départ de Mobutu. Ce sont les Congolais. Ils ont comploté ils sont venus avec des étrangers. Kabila cherchait à avoir du pouvoir. De l'autre côté, Wamba dit Wamba et puis Zaïd Ngoma. Enfin, ils n'ont pas eu de pouvoir. Ils sont partis. Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Donc chacun de nous doit être conscient. On ne peut pas croiser les bras et regarder seulement le président. Maître Moïse vient de le dire. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que ce pays puisse aller de l'avant. Et l'histoire, connaissez l'adage qui dit on s'appelle Moko. Ah, Mobutu avait raison quand il avait dit l'adage qui dit un vieux assis voit de loin. Quand il avait dit après moi ce sera les déluges. C'est ça. Chacun doit se battre, on pourra croiser les bras et garder
contempler les politiciens, même la société civile. Vous savez, au Japon, c'est la société civile qui a fait que aujourd'hui le Japon puisse atteindre ces niveaux-là. Si nous voulons que ce pays, la RDC, soit classé comme le pays émergent, nous devons travailler ensemble. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique. J'avais comme invité Maître Moïse Malobia. À la technique, c'était coordonné par notre 20 ingénieur Voldy. Il y avait aussi Manix. Je remercie l'honorable Alizé Tamboué. Avec la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine. À tous les musulmans qui nous ont suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les chrétiens. Shalom, shalom, shalom. Merci. Merci.